Azoul Flawen, bonsoir. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire. C'est le 219e café littéraire de la Bandera que nous organisons. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Younes Hadjimed, qui nous revient pour son deuxième ouvrage avec un roman historique intéressant et captivant. Younes Hadjimed, bienvenue au café littéraire de l'Impondérable. Sophie ici. Avec Saha, merci de l'accueil chaleureux que tu m'as réservé. Je suis là à parler un petit peu, à interroger un peu notre histoire, l'histoire de notre région, de notre pays, d'une manière un peu plus poétique et artistique, à travers deux personnages principaux que j'avoue que j'ai créés comme ça, sans me rendre compte. Tifa qui représente un peu la féminité et Momo qui est son contraire. Donc dans cet ouvrage, je vais essayer un peu de synthétiser de quoi je voulais parler, quelle est l'image que je voulais envoyer, quelles sont mes interrogations, auxquelles je n'ai pas beaucoup de réponses. C'était d'interroger l'histoire, j'ai essayé de remonter au plus loin que possible. Bon, j'ai pris quand même, il faut quand même commencer à partir d'un point, c'était Saint-Augustin qui a marqué cette région. Ensuite, je remonte un peu par les épisodes historiques qui ont marqué cette région d'Afrique, c'est-à-dire qui part à peu près de l'Égypte jusqu'à l'océan Atlantique, par les différentes convulsions historiques qui ont marqué cette région, et notamment cette langue. Cette langue a subi toutes les invasions depuis des milliers d'années. Je ne suis pas historien, mais beaucoup plus d'après tout ce qu'on nous a rapporté, et puis c'est les autres qui nous rapportent tout ça, c'est toujours les envahisseurs qui ramènent un peu notre histoire. Donc on a toujours subi, et heureusement pour nous, on a toujours gardé ce parler ou cette culture qui nous est parvenue par la bouche justement de nos femmes, à commencer par nos mères, commencer autour des Kenoun, des Mouchoura. À travers tout ça, c'est plus mythique. Après, toutes les cultures qui sont arrivées dans cette partie du monde ont fait des petites couches. Chaque couche a donné une autre couche pour avoir un peu le substrat qui est toujours existant à travers la chanson, à travers Thimouchouha, je ne sais pas comment je vais la traduire, mais les contes. Les contes. Les histoires. Et dans cet ouvrage, j'ai essayé de jouer avec le temps, donc je n'ai pas respecté la chronologie, avec les personnages, avec les espaces. C'est-à-dire je peux passer du présent, l'histoire a commencé par le présent brûlant, pour s'investir, pour un peu dans les profondeurs de cette région, de ce qu'il a subi. Bon, j'ai centralisé un peu mon écrit sur le centre de l'Algérie actuelle, mais je pense qu'on peut le reporter à d'autres régions de l'Afrique du Nord. Ton roman est dédié à ton défunt grand-père, paix à son âme. Alors, tu racontes qu'il est venu à Paris en 77. Toi, tu étais déjà là. Hein? Oui. Et il t'a demandé où est-ce que va la terre et les gravats des tunnels du métro. Et tu n'as pas su répondre. Exactement. Moi, à l'époque, pour vous dire, j'étais en première année de médecine. Voilà. Donc, je vais vous raconter un peu de mon histoire. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la France et l'Algérie. Donc, je suis arrivé en première dans un lycée parisien, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui c'est le lycée Colbert, dans le 10e arrondissement, juste à côté du métro Stalingrad. Donc, à forte concentration d'immigration. À l'époque, je vous dis, j'étais dans une classe, j'étais le seul d'origine algérienne. Une année plus tard, il y a eu le groupe Jurdura. Il s'appelle Dabia, je l'ai perdu de vue, qui était en terminale, pas dans la même classe, il était dans une classe littéraire. J'étais dans une classe scientifique. Donc, pendant cette année, c'était en octobre 1977, justement, il y a mon grand-père qui est passé par Paris pour faire son pèlerinage à la Mecque, comme la tradition. Et il avait 83 ans. Mon oncle, qui tenait un café dans le 18e, m'avait demandé de l'accompagner pour
lui faire des photos d'identité. Donc je l'ai pris dans le métro. On a pris le métro jusqu'à la République. Et de là, la question qu'il m'avait posée, il me dit, je vais la dire en kabyle quand même, c'est une question auquel je ne m'attendais pas encore à mon âge. Donc, j'avoue que je ne savais pas. La réponse était une race aux je dis. Et il s'est tué. Donc, c'est une question qu'on se pose toujours. Bon, eux, ils savent, nous, on ne sait pas. Oui, c'est l'un des plus grands handicaps techniques pour les ingénieurs oui, qui construisent le métro. ouais, toi, tu es ingénieur. Mais à l'époque, franchement, jusqu'à maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais toujours est-il, il me l'a posé. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, c'est là que je me suis dit, ce bonhomme était intelligent, malheureusement. Mais bien sûr. Malheureusement, il n'a pas été à l'école. Donc, qui est la conséquence. Il t'a encouragé, il t'a toujours encouragé. Ah oui. Quand je suis parti, moi j'étais, je vous dis qu'on m'a mis à arabiser et j'avais pas de, moi j'avais l'idée de faire médecine. À l'époque, je ne savais pas que les étudiants, les élèves qui ont fait les écoles arabisées pouvaient faire médecine. Et donc moi je ne savais pas. Donc ce qui me restait, c'est d'émigrer, ce que j'ai fait tout seul pour justement rejoindre le lycée parisien. Et quand j'ai parlé à mon grand-père justement, il me dit, bon, il est de ma américaine. Voilà. Donc c'est ça que je tire que je lui rends hommage, je ne sais pas. C'était j'avais un père, mais mon père était absent. C'est mon grand-père qui m'a encouragé, qui m'a toujours encouragé. Et je vais rajouter une anecdote justement par rapport. Mon grand-père était commerçant. Il était commerçant, était grossiste de tout ce qui est les légumes secs à l'époque, le blé. Il faisait tout l'Est algérien sans connaître un mot d'arabe. Ouais. Et il a fait pratiquement depuis la Tunisie, tout ce qu'il faisait, il exportait, enfin il importait, ou je ne sais pas comment on parle à l'époque. Enfin, quand il achète sa marchandise, il les fait parvenir par le rail, il débarque à Tizi Ouzou, et de Tizi Ouzou, il avait une sorte de magasin où il fait la distribution à Zazga, et il la distribue pour les commerçants du côté. Et tous les matins, il prend son mulet, il monte du village à 20 km, et le soir, il rentre. Voilà. Donc je vois qu'il était assoiffé de faire des études. Malheureusement, il n'a pas eu la chance parce qu'on n'avait pas d'école dans notre village. Absolument. Alors dans ton roman, tu reviens un peu vers cette époque de la fin de la guerre d'Algérie, 57, 58. Pourquoi ces choix? Alors, moi je suis né en présumé 1958, qui me pose des problèmes maintenant parce que je n'ai pas de date de naissance et l'informatique n'a pas prévu ça. Bon, ici, ils l'ont refait, ils te mettent une date, soit à la fin de l'année 31-12 ou bien le 1er janvier. Donc, alors, ce qu'on m'a dit, hein, parce que je ne sais pas. Donc, je suis né pendant, je pense, l'opération Jumelle, et toute la Kabylie était envahie par une armada de Français, je ne sais pas combien ils ont mobilisé comme... et là, le FLN a interdit aux parents d'excrire leurs enfants. On était victimes, je fais partie des victimes de ne pas avoir une date exacte. Oui, c'est les aléas de l'histoire. Hein. Ouais. Et donc un médecin qui se met à raconter l'histoire. Est-ce qu'on peut dire parce que les historiens, nos historiens n'ont pas été à la hauteur, ou bien est-ce que parce que tu aimes vraiment l'histoire et tu veux le raconter, ne serait-ce que par une fiction? Alors, l'histoire, on a tous... l'histoire avec grand H. Oui, justement, j'ai mis un grand H. Absolument. Mais on a des petites histoires qui font le grand H de l'histoire. Donc c'est toute notre histoire. Justement, notre histoire, plus tu remontes dans le temps, plus tu sais pas réellement d'où on vient. Parce que moi, justement, je vais continuer sur les discussions que j'ai eues avec mon grand-père, qui est décédé en 1980, ça fait 44 ans. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, comment il s'appelle ton père? Bon, il m'a donné le nom de son père. Et ton grand-père, il me dit, quand je suis né, il n'était pas là. Donc il ne pouvait pas remonter au-delà de 3 générations. Je pense que c'est après l'arrivée des Français que l'état civil a été établi, notamment en Kabylie, vers les années 1892, parce que j'ai consulté l'extrait de naissance de mon arrière-grand-père. Bon, on a encore sa photo, parce qu'il est décédé en 1942 de typhus. Je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y a eu une épidémie de typhus pour la Kabylie, il y a eu beaucoup de morts. Mouloud Mahouni le raconte dans... Oui. Donc ça, paraît-il, il y avait dans chaque village, quand j'ai des villages, c'était des petits
petite communauté, il n'y a pas grand-chose, mais Bien sûr. proportionnellement, beaucoup de monde qui décède suite à cette maladie. Donc, mon arrière-grand-père, j'ai consulté son extrait de naissance, il disait qu'il avait 36 ans en 1892. 36 ans en 1892, donc de 92 moins 36, sa date de naissance, ça datait à peu près de 1856, à peu près 1850. C'était 20 ans après l'occupation française. Mais on ne peut pas remonter, je ne sais pas dans votre entourage, mais nous, personnellement... Ah, si, quand même, les Introbrés, vous avez une histoire très longue. Lesquels? Introbrés. Oui, bon, là, justement, si tu veux que j'en parle, parce que j'ai eu votre mémoire. Oui, mais parce que c'est pas parce que c'est pas écrit que l'histoire n'existe pas. Et je vais me permettre de raconter une anecdote. Moi, je suis passionné de l'histoire, depuis toujours. Et alors, j'ai fait l'effort d'interviewer des gens les plus âgés de chez nous, dans l'Akfadou, on n'est pas loin. Hein, Oui, les voisins. Presque des voisins. Et donc, les gens croyaient qu'on était sur ces terres assez récents. Et bien, à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison. Mais au fond, ils ont tort. Après, j'ai fait mes recherches. On a des présences amazighes, avec des tifinards et d'autres choses. On a des présences romaines. Et on a aussi un dateur très récent. Très récent, pas très. Alors, Oudris. Mais avant qu'il ne vienne là-bas et être enterré là-bas, il a vécu chez nous. D'accord. Et d'ailleurs, le village où il a vécu, son souvenir est vivace, Surhan toujours. Surhan, tout le village, enfants, femmes, vieillards, et les camions, les voitures, à Surhan. Donc, et Oudris, il est mort vers 1350. Donc, nous étions déjà présents vers 1350, ce qui est ancien. Alors, Oudris, il a enseigné à l'université de Gaïf. Cheikh Oudris, c'est pas seulement un religieux, hein, il a d'autres... un érudit. Un érudit. Après, quand il a terminé à l'université, il est resté dans 3 endroits différents. Avant d'aller à Edoulem, où il est enterré à Sama. Donc, l'histoire, elle est ancienne. Pourquoi j'ai posé la question sur les historiens? Moi, j'ai toujours dit que les historiens, les gens qui sont diplômés, ne travaillent pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de réponse à cette question. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, la période turque. Qu'est-ce qui empêche les historiens algériens de consulter les écrits turcs? Même oui, la Turquie aujourd'hui, les archives. Excuse-moi, hein, je prends un peu de temps de parole. Il y a une femme qui est universitaire dans le sud de la France, elle vient d'écrire un livre volumineux. Je l'ai lu. Sur le royaume de Coucou. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en Espagne, elle a consulté les archives. Et finalement, les Espagnols avaient beaucoup de relations avec le royaume de Coucou. Elle a consulté les archives. Ce n'est pas sorcier. Qu'est-ce qui a empêché nos historiens de faire ça? Malheureusement pour elle, elle ne l'a pas fait pour le royaume des Abbas, qui était plus fort que le royaume de Coucou et qui avait des relations encore plus poussées avec les Espagnols. Voilà. Justement, puisque tu as évoqué cet épisode de l'histoire, effectivement, Sidi Hamdoul Khavé, je crois que le grand-père était Kadi, Aboul Abbas el-Roubrin, qui était Kadi, en même temps enseignant à l'université de Bougie de l'époque. Et bien voilà, bien sûr. Il est originaire de la région de Mais bien sûr. Donc cette dame... Nous avons même des savants berbérophones, kabyles, qui ont officié à Damas durant des siècles, mais qui sont méconnus. Plus loin, plus près de nous, il y a des Kabyles qui vivent en Palestine et qui parlent encore le kabyle. Il y a des Kabyles qui vivent à Damas. Il y a eu des Kabyles, des responsables politiques syriens d'origine kabyle qui ont occupé des postes de ministres. Et voilà. Et bien justement, moi je voulais parler de cette période puisque tu as évoqué ce livre, parce qu'il m'a été offert au mois de... quand il est sorti, en fait c'est une dame d'origine espagnole, c'est qui a écrit le bouquin, et les maîtresses de conférences, il est à perte
côté du sud de la France. Du côté de Perpignan, oui, dans Oui, oui. l'universitaire. Universitaire en fait, j'ai lu, c'était plus des échanges diplomatiques entre Athel-Khadr et il y a deux grands centres d'archives sur cette période. Un, il y a une ville en Espagne, de côté entre Madrid, je crois que c'est en Andalousie, et il y a un autre centre, c'est en Turquie, Istanbul. Elle dit que probablement ce royaume avait eu aussi des relations avec les Français et que ce royaume a eu même des relations avec les Anglais. Il critique beaucoup plus justement les intellectuels français de l'époque. Oui, absolument. Elle a raison. Ils ont tout fait pour brouiller pour cacher cette C'est-à-dire qu'ils ont, ce qui n'est pas faux. Ils ont occupé un pays qui n'avait aucune organisation. Absolument. C'est ce qu'il a dit. Hein. Ils disent qu'il n'y avait rien du tout. C'est un pays vierge. C'est comme les Indiens aux États-Unis. Qu'on a occupé un pays non slave. Donc il y avait quand même des gens. Je vous dis que c'est très juste ce qu'elle dit. C'est les Hadjoul qui est enterré maintenant qui peut-être dans le Steboul. عرفوا شلام دلاو شلام مقنعه كحيت واش اوري راكي سيتي بلوتو ان فيلاج خلاص اوري راه ثوبر. C'est une dynastie, Lounas. C'est pas seulement un seul roi. Oui. L'un de ces rois a été le roi d'Alger pendant 7 ans. Oui. C'est pour ça qu'on du côté de Babouad, il y a le coucou jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a la caserne, ou je ne sais pas comment je vais appeler ça, c'est un coucou à Micheli. Oui, absolument. Par contre, le truc politique, c'était Aourir. Tout à fait. C'était Aourir. Bon, mais c'est une période qui est floue pour nous. Parce que tu vas dans cette région. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé en 1992, justement. Il y avait des jeunes justement du village de Kandé qui ont organisé un topo, ça a tourné pendant 2 jours. Je me rappelle, moi j'ai assisté. Il y avait le professeur Kadash, qui est historien connu. Il y avait bien sûr. Il a beaucoup il a écrit lui sur. Il y avait pas mal de gens qui sont venus de partout. C'était très bien. C'est là qu'on a appris qu'il y avait l'histoire dans cette région. Mais ça n'a pas suivi. Il y a même un historien anglais qui s'est intéressé. Il a écrit un long article dans le quotidien d'Oran sur le sujet. Mais le drame, c'est que l'histoire est toujours écrite par les autres. Ça c'est vrai. Même l'histoire de l'immigration algérienne, notamment au Kabylie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'écrire cette histoire? Et pourtant, il y a des écrits parcellaires, mais non, mais je veux dire, c'est-à-dire, je ne sais pas, une thèse sur l'histoire, quelque chose d'académique, c'est-à-dire avec des références. Oui, absolument, tu as raison. Bien sûr, tu es scientifique. C'est scientifique qui parle. Oui, parce qu'on est des قهوة sur le micro. Oui. Écoute, Ali Genoun, son dernier livre, c'est sa thèse. Et ben, il est magnifique. Il a travaillé avec les archives. Il démontre que tout ce qu'on a raconté sur la crise de 1949 est presque faux. Mais preuve à l'appui. Parce que les gens qui étaient avec Messali, c'est des Kabyles. Les gens qui étaient contre Messali, c'est des Kabyles. Voilà, même les bagarres, les cafés. Justement. Oui, mais avant, on ne le savait pas. On opposait un peu les uns et les autres. Alors qu'il n'y avait pas de conflit réellement entre les arabophones, les Arabes, mais les Arabes, un coup de le conflit était kabyle-kabyle. Bon, on donne la parole à nos amis. Comme ça, ils vont participer à notre discussion. On ne va pas monopoliser la parole quand même. Très bien. On ne va pas monopoliser. Ishal. Merci Hussein, c'est bref. Je voudrais juste commencer par apporter une précision sur l'histoire de la Kabylie du temps ottoman. Il y a un extraordinaire ouvrage d'un niveau scientifique de très haut niveau, fait par un universitaire à Tizi Ouzou,
qui se trouve être Nathravri, ou le Hajj Nate Joudi. Et justement, il explique dans son ouvrage les rapports qu'il y avait entre, d'une part, le royaume de Coco avec les différents royaumes d'Espagne, parce qu'à l'époque, il y avait pas absolument. Bien sûr. Et il explique aussi les rapports entre le royaume des Abbas et toute la géopolitique de l'époque. Donc, je pense. Il a fait sortir un livre? Oui. Oui. Il est sorti en Algérie. Chez quel éditeur je fais là? C'est un éditeur avec qui il a eu beaucoup de problèmes parce que l'édition en Algérie, c'est pas très évident. Il a repris. Donc, j'ai un exemplaire. Il est au pays. Je pourrais le faire venir. C'est un ouvrage de référence. Donc ça c'est ma première précision. La deuxième concernant l'ouvrage de notre ami Lounès, je viens d'apprendre, après avoir lu ton livre, que j'ai malheureusement pas encore fini, il reste que quelques pages, et après avoir écouté la grande question de ton grand-père, je pense que même à ce jour, tu n'as pas de réponse à ton grand-père. Vu ce que tu as écrit dans ton roman, je pense que jusqu'à maintenant, tu n'as pas de réponse à donner à ton grand-père, mais qui doit nous écouter de là où il est. C'est possible. J'espère. Pour revenir à l'ouvrage, moi j'ai deux questions. La première relève de la forme. Il s'agit d'un style d'écriture que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est-à-dire un style haché, écrit avec des personnages foisonnants qui sont là, qui disparaissent et qui donnent l'impression qu'il n'y a pas de cohérence dans le récit. Mais je trouve que la cohérence du récit est dans une espèce de fresque comme celle qui est derrière vous, faite avec plusieurs tableaux, et la cohérence justement est dans la fresque historique, ou qui traite de l'histoire. Deuxième point, par contre, un peu plus précis, je voudrais demander à mon ami Lounès, à la page 14. Il fait dire à un de ses personnages, en l'occurrence le chef des pompiers, qui ordonne à ces éléments de faire en sorte pour que les deux accidentés, après avoir décrit un accident terrible qui ressemble au Big Bang, il fait dire à son personnage, il faudrait qu'il s'en sorte sain et sauf. Donc je voudrais savoir, pourquoi il a utilisé cette espèce d'image un peu qui ressemble à du surréalisme. Moi j'ai lu, en tout cas moi j'ai vu ça comme la pièce comment il s'appelle, l'écume des jours. Boris Vian. Boris Vian dans l'écume des jours. Sur le plan de la forme, je souhaite que nos deux amis, notre ami Lounès et notre grand expert Youssef me donnent leur avis, au moins est-ce que j'ai fait la bonne lecture. Sur le fond, je pense que les deux personnages sont à l'image de l'histoire de notre pays, ils alternent. C'est une alternance un peu hachée, un peu violente, un peu agressive, mais qui reste une belle histoire quand même et qui nous a permis, peut-être grâce à nos mères, grâce à nos grands-mères, même s'ils tapent sur la maman de comment s'appelle le personnage Tifa. La maman de Tefa, il fait une description, le papa il le présente plutôt bien, comme une espèce de bohémien. Attends. J'ai pas encore terminé. Tu vas faire à quelqu'un qui est... Donc j'ai pas encore terminé, tu vas souffrir un peu la critique. Donc, il présente le papa de Tifa comme une espèce de bohémien,
un peu politique qui disparaît, qui réapparaît. Et quand il réapparaît, c'est toujours devant. Et la pauvre maman, elle prend pour son grade. Donc je souhaite avoir un peu le point de vue de ton cœur. Merci de tes suggestions et tes réflexions qui sont touchantes, qui sont pertinentes d'ailleurs. Pour ce que tu parlais de l'accident, c'est une catastrophe, effectivement. Il a fracassé le bus parce que c'est la suite d'une première histoire. Il est arrivé, il a buté sur un pont, et dans le pont, il y avait beaucoup de blessés, comme toujours, il y avait beaucoup de blessés. Il y a toujours des survivants, même les tremblements de terre les plus terribles. Il y a eu là, c'est le cas un accident de bus. Donc il faut minimiser. C'est des proportions. De deux, je me suis dit, parce que le commandant des pompiers, la protection civile, comme on dit chez nous, c'est qu'ils sont là dans la protection civile, donc ils veulent sauver ce qui reste. Et heureusement pour nous, il a sauvé l'essentiel, c'est Tifa et Momo. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut faire tous les efforts pour les faire sains et saufs. Donc c'est plutôt un ressenti. C'est juste sain et sauf. Le reste, c'est l'essentiel. C'est pour ça que sinon on arrête l'histoire. Et l'histoire ne s'arrête pas. De deux, quand tu parlais de la deuxième... le style haché. Oui, le style, je le fais sciemment. Comme je te l'ai déjà dit, c'est que effectivement, je partage un peu ton analyse en disant que c'est des fresques, c'est plutôt d'ordre pictoral. C'est-à-dire, c'est comme des tableaux, et les tableaux se superposent. C'est que je me suis donné. C'est ça aussi un peu, quand on écrit tout seul face à la feuille, c'est que on se donne la liberté de créer ces personnages, d'en faire ce qu'on veut, de les tuer, de les faire vivre, dans n'importe quel moment. Ça remonte à Jésus-Christ, comme ça peut aller au moment du Hirak. Donc c'est tout ça que, c'est ce changement. Je pense après les choses, je parle sur l'autorité de notre ami Hamid Salmi, qui est dans le même domaine que moi, que je pense, hein, c'est sur des hypothèses, c'est que les ressentis, peut-être que nos aïeux ont ressenti, c'est les mêmes qu'on ressent actuellement. On a été toujours des gens défensifs. On n'est pas offensifs. C'est peut-être ça, c'est l'une. Parce qu'au début, si tu as lu aussi, je parlais que toutes les langues, les anciennes langues, toutes les anciennes cultures ont disparu. Ils se retrouvent dans des centres archéologiques. La nôtre est toujours là. C'est pour ça que j'ai dit on est toujours là. On est toujours là. Mais par quel mécanisme? C'est la question que je me pose. Comment il est encore là? Moi, j'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, de visiter Janet. Et franchement, j'étais émerveillé. C'est le seul endroit où je me sentais algérien. Plus que mon village. Pourquoi? Parce que la toponymie, c'est-à-dire le nom de toutes les régions que j'ai visitées, on était en profondeur de 250 km, tous les noms des endroits portent des noms berbères à l'Asie. Ce que je disais, c'est que dans cette région, on retrouve justement, en plus, je veux dire ce qui est physique maintenant, vous savez, avec les peintures rupestres, qu'on voit toutes les scènes qui se sont passées il y a 10 000 ans avant Jésus. 10 000 ans. C'est-à-dire, c'est une période avant je crois qu'il y avait avant la glaciation de la planète, ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est à peu près ça. Et dans la langue, tous les mots principaux, je dis bien tous les mots principaux, Avar, Aram, Aïssou, Tedder, on a les mêmes avec l'étoile. Et j'ai trouvé un gars de chez vous, justement, qui est responsable de l'Office national du tourisme. Il s'appelle Eid Mesbah, vraiment, si jamais il tombe sur le truc, je lui envoie, parce qu'il était magnifique, parce qu'il parle le Tergui d'une manière incroyable. Donc il te raconte toute l'histoire de la région. Ça fait une 20aine d'années qu'il est là-bas. Mais c'est là que tu ressens, bon, il y a aussi le côté un peu, la quête spirituelle, parce qu'il y a des espaces infinis. C'est-à-dire, on est rien du tout, rien. Tu regardes quelqu'un de loin, c'est un point. Plus il s'éloigne, plus tes yeux ils partent à un moment donné, c'est là qu'on se rend compte que la Terre est ronde. Tu vois un horizon qui... Ah, il a dit doute. Hamid, c'est à toi. Hamid, j'ai la parole d'office.
Il l'a pas lu. Bon, on a essayé. Il l'a pas lu, mais tu as posé des questions, ça relation à la vie. J'ai quelques points. Je commence d'abord par l'UNAS, qui m'étonne toujours, parce que c'est un esprit scientifique, très strict d'ailleurs. On m'a invité une fois à aller faire un petit speech chez lui. Ouais. Vu de travailler ensemble, on travaille toujours pas ensemble, mais il était très strict en disant, avec tes trucs là, est-ce que les patients ils vont prendre mes médicaments? Parce que moi, attention. Oui, il est venu nous faire Et il a ce mélange comme ça, d'esprit rationnel, hyper scientifique, et puis cet élan vers la vastitude d'infini. On parlait tout à l'heure de moins l'infini, plus l'infini, avec voilà. Et cette soif, il a parlé de Jannat, vraiment, on a parlé des mathématiques. Et là, les mathématiques rejoignent ta passion à la fois pour l'histoire et pour la littérature. Tout ce mélange-là m'étonne toujours. Et en plus de ça, il a une grande innocence. Il a toujours, je sais pas, il y a un enfant, lui, peut-être de 5 ans. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? C'était pendant la guerre ou... À 5 ans, je vais te raconter après ce qui s'est passé à 5 ans. Parce que je me rappelle très bien. Ah. Oui, à 4 ans plus. Ah, voilà. On m'a fait ma circoncision, c'est mon grand-père qui l'a. Ah, c'est le grand-père. Ouais. J'ai vu les Midi-Bouité. Il y a eu le truc là, c'était à l'indépendance. Voilà. Ouais, parce que pendant la guerre, c'était interdit. On nous faisait circoncire plus tôt. Dans les maquis. Parce qu'il y avait l'idée qu'on pouvait prendre les enfants musulmans kabyles et si on les perdait, au moins on les retrouvait par la circoncision. Il faut les marquer. Oui. Je voulais dire par rapport à la mémoire que ceux qui possèdent une mémoire un peu plus forte parmi les groupes et les castes qui composent la Kabylie, c'est les marabouts. Ce qu'ils appellent Sajara. Donc elle est un peu mythifiée et elle est construite. Oui. Tous les marabouts qui ont joué un vrai rôle, c'est-à-dire qui ont joué le rôle de marabout, c'est-à-dire de médiateurs, qui ont réussi à désamorcer des conflits, eh ben, ils sont mentionnés. Ceux qui n'ont pas joué leur rôle, eh ben, ils sont oubliés. Et donc il y a cette fameuse Sajara, cet arbre-là. Mais c'est vrai que pour la plupart des Kabyles en général, on a le souvenir de l'arrière-grand-père, à ma génération, l'arrière-grand-père, mais je ne peux pas remonter au-delà. Donc je vais revenir à ces, puisque la plupart, donc d'abord tout le monde a fait le constat que les Kabyles sont passionnés par l'histoire, on dirait que c'est leur histoire à eux et pas l'histoire du reste de... C'est une question à la fois qui se pose à tous les niveaux, et en tous les cas c'est comme si les Kabyles se sont appropriés, après on se pose des questions, pourquoi ils s'approprient, parce que voilà, c'est eux qui sont, on dirait qu'il n'y a qu'eux qui sont concernés par le passé de ce pays-là. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'historien, mais en tous les cas, ce que je voulais dire, ça c'est une sornette qui revient tout le temps, c'est que j'ai dit un jour qu'on a perdu beaucoup de chercheurs en sciences humaines. On a perdu des centaines, voire des milliers de chercheurs en sciences humaines, et pour cause. Ils ne sont pas morts pendant le terrorisme, ils sont morts depuis l'arabisation, c'est-à-dire ces esprits-là auraient pu éclore, ce dont parlait notre ami Youssef, on aurait eu beaucoup d'historiens. Moi-même, j'ai accédé à l'histoire, donc c'est l'histoire qui a été arabisée très vite. Et on n'arrivait plus à distinguer les Almohades, les Almoravides, les Winnath, c'est un mélange, une catastrophe. Et heureusement, dans le magasin de mon père, je ne sais pas quel esprit a mis un livre d'histoire et qui a alterné l'histoire de la France et l'histoire de l'Algérie. Et c'est comme ça que je me suis pris, comme Youssef, de passion pour l'histoire. Et c'est le seul livre que j'ai sauvegardé de mon enfance. J'ai eu accès vers l'âge peut-être de 7-8 ans. Et depuis, je suis resté passionné par l'histoire. Et c'est vrai que de cette génération, la plupart, pour échapper à l'arabisation, ont choisi des voies de sciences scientifiques. Et certains d'entre eux, d'ailleurs pas mal d'entre eux, sont revenus. Ils sont revenus vers quoi? Beaucoup vers la linguistique, mais peut-être pas suffisamment de personnes vers l'histoire. Parce que l'histoire est plus exigeante, il faut être sur le terrain. Donc maintenant, je me disais souvent d'ailleurs, par rapport à des projets, je me disais qu'il faut faire une sorte de coordination
de gens qui peuvent orienter des personnes en recherche et qui leur proposent des thématiques telles que celles qui ont été proposées tout à l'heure par Youssef, répertoire, et qui puissent les conduire comme je le fais moi à titre personnel pour les gens qui sont en recherche de psychologie interculturelle, ethnopsie. Mais pour l'histoire, ça serait dommage parce que les profs qu'ils ont vont leur imposer un sujet de recherche qui va les mener hors sur des sentiers battus. Et on n'aura pas d'explorateurs de sitôt autour de toutes ces thématiques intéressantes qui ont été énumérées tout à l'heure. Voilà ce que je voulais dire. Merci Hamid. Merci pour ces deux livres. J'ai beaucoup aimé, bon, le premier, j'ai aimé le premier, mais encore plus le deuxième. Je ne sais pas si dans le deuxième, quand mon ami Hamid Salmi le lira, il pourra faire une lecture psychiatrique, peut-être. C'est vrai que je me suis un peu perdu dans ton livre, mais j'ai retrouvé le chemin. Bravo, parce que tu as fait l'effort d'écrire, c'est un beau livre. Les littéraires écrivent peu, les scientifiques écrivent peu, les historiens encore moins. Et tu parlais de la langue, tu t'interroges pourquoi la langue berbère est toujours aussi vivante. Moi, je ne suis pas surpris. C'est le docteur Saïd qui avait émis l'hypothèse que la langue berbère serait peut-être la langue mère. Donc c'est l'une des plus anciennes langues. C'est une langue africaine, le continent mère. Donc je ne suis pas surpris que cette langue soit encore vivante. Et donc voilà, il reste à écrire, il faut encore écrire. Dommage que cette collaboration avec Hamid Salmi n'a pas eu lieu. J'ai pu déceler un certain regret. Oui, il faudrait qu'on travaille beaucoup plus ensemble. On a tout à gagner. Voilà, l'ethnopsychiatrie, la psychiatrie, ce sont des disciplines qui peuvent travailler ensemble. J'aimerais bien qu'on parle de formation intellectuelle, parce que schématiquement, j'ai essayé d'expliquer comment, ma question, vraiment c'est une question, justement, comment se fait-il dans un petit village, à Michel, une Soumer, se révolte une jeune fille de 20 ans, affronter la famille, affronter le maraboutisme, son père qui était le Cheikh Djem, et prendre à 20 ans. Je me suis posé la question, soit, quand j'allais dire, soit c'est une malade, c'est une psychotique. Il faut l'interner, soit c'est un génie. Et comme les deux autres, le génie et le psychotique, c'est une affaire. Donc je te pose la question. J'ai une hypothèse anthropologique. Oui. En fait, j'ai soigné des personnes qui étaient de lignée maraboutique. Oui. Et une dame notamment qui ne sortait jamais depuis des années et des années. En plus, ils se sont affiliés à une autre confrérie, ils sont déjà d'origine maraboutique, ils se sont affiliés à la confrérie de Mostaganem, de Cheikh Bentounes. Et à un moment donné, est survenue une crise lors même d'une psalmodie du Coran, lors du Ramadan. Et depuis, cette dame, elle ne sort plus de chez elle depuis des années et des années. Donc je rencontre ces filles qui sont instruites, tout ça. Et là, c'est 6 filles et un garçon. 6 filles et un garçon. Et le garçon est aussi malade. Il est tombé malade en même temps que sa mère lors de cette... Donc je dis qu'à cela nous tienne, je vais soigner la fratrie. Et on verra les effets thérapeutiques sur la mère. Puisque je ne peux pas la voir, elle ne peut pas venir. Et c'est ce qui s'est produit. Mais l'hypothèse, c'était qu'il y avait quelque chose dans la lignée, une transmission transgénérationnelle, comme on dit, et transgénérationnelle. En fait, c'est l'arrière-grand-mère qui a failli prendre le pouvoir dans une lignée maraboutique, dans une tribu.
et je crois que quelque chose lui arrive. L'ordre patriarcal, elle n'a pas réussi comme Fadman Souman. Donc j'ai eu cette idée que dans les lignées maraboutiques, patriarcales, de médiateurs de temps en temps, surgit au sein même de cette lignée-là des femmes fortes et qui subvertissent et qui peuvent réussir à prendre le pouvoir. Et c'est arrivé à maintes reprises, parce que même avant l'islam, on sait bien que la kahina, c'est pas par hasard, la kahina, etc. Donc c'est mon idée aujourd'hui. Et j'ai vu d'ailleurs que dans les dîners maraboutiques avec lesquels j'ai été en contact en Oranie Ahmed Barja, étonnamment, je ne sais pas ce que la migration faisait quelque chose, les femmes fortes, c'est les femmes, enfin les hommes forts, c'est les femmes. C'est-à-dire, elles avaient le dessus sur les hommes. C'est-à-dire, à chaque fois quand je rencontre ces filles, qui sont issues de ces couples, elles me disent souvent, ma mère était d'une dureté, autant que les garçons, c'est elle qui avait le commandement, et les hommes continuaient à faire leur travail de médiateur, de médiation, ils étaient presque comme dans un système matrilinéaire. Parce que dans un système matrilinéaire, c'est le frère, c'est la mère et ses frères qui ont l'autorité sur les enfants. Et le père, il a étonnamment une position de presque grand-père, permissif, voilà mon idée. Alors, et ça a marché. Donc, elle est sortie, cette dame dont j'ai parlé. Ça a marché, ce travail a marché, et j'ai pu aller la rencontrer chez elle. Voilà. D'accord. Moi, ce que je voulais dire par là, enfin, pourquoi j'ai pris Fadman Souman, parce que c'est pas une histoire concrète. Parce qu'une fois, j'ai rencontré quelqu'un, il m'en a parlé sur elle. Justement, le jour où il s'est révolté, ses oncles, enfin ses proches parents, lui ont dit Rohat Zouja. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne sais pas si c'est vrai, c'est comme ça. Donc, après, il a inversé. Tu vois, je pense que vraiment, c'est incroyable. Comment il a pris. Oui, mon ami Lounès, l'histoire de Fadman Souman, malheureusement, est encore aujourd'hui assez méconnue. On connaît des fils. D'ailleurs, il y a une photo, soi-disant, d'elle sur non, je pense qu'elle est fausse. Internet. Elle est fausse, bien sûr. Elle est complètement fausse. On n'a aucune photo d'elle. On ne connaît pas sa relation avec Boubrla, qui est arabophone, qui est un combattant aussi. Donc, notre histoire reste à écrire. Passe à la dédicace et on continue la discussion entre nous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.